2 semaines nous séparent de la fin de la campagne de dons, le 31 décembre, comme un coup près. Et c'est maintenant que tout se joue. Si la mobilisation des téléspectateurs et des donateurs de TV Liberté s'amplifie, alors nous pourrons projeter la chaîne vers 2026, 2027, toujours plus libre, toujours plus forte, plus audacieuse que jamais. Mais si le rythme actuel se maintient, alors l'avenir de la première chaîne alternative de France sera compromis. Et quel cadeau ce serait ? Un cadeau pour ceux qui rêvent de 2026 et de 2027 sans contestation de leur monopole. Une victoire pour ceux qui veulent des médias tenus par l'État, par un oligarque ou par les annonceurs. Un triomphe pour ceux qui ont tenté de nous réduire au silence par la censure bancaire. Ne leur offrons pas cette victoire. Ne les laissons pas pavoiser. Protégez TV Liberté. Protégez TVL. Faites un don. Chers téléspectateurs, bonjour. Dans notre Zoom du jour, nous allons parler de la faute à Rousseau, ou plutôt dans un français plus correct, l'erreur de Rousseau. C'est le titre d'un livre de Pierre Le Vigan. Pierre Le Vigan, bonjour. Bonjour, Renaud de Bourleuf. Alors Pierre Le Vigan, nos spectateurs de TV Liberté vous connaissent bien. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la philosophie, mais aussi sur l'urbanisme. Alors bien sûr, c'est plutôt la philosophie qui nous intéresse aujourd'hui. Vous nous présentez L'erreur de Rousseau, un ouvrage avec pour sous-titre Les impasses du contrat social. C'est aux éditions La Barque d'Or. Alors vous décryptez le célèbre ouvrage de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, Le contrat social, et vous pointez de nombreuses contradictions, et notamment la plus importante, c'est dans cette distinction entre le peuple et le gouvernement, le fait que Jean-Jacques Rousseau ne donne pas les véritables contours de cette relation entre le peuple et le gouvernement. Oui, alors Jean-Jacques Rousseau est connu surtout pour sa critique de la démocratie représentative. Il explique que le peuple anglais croit être libre parce qu'il élit des représentants, mais en fait il n'est pas libre. Parce que, nous explique Rousseau, la vraie démocratie suppose le pouvoir direct du peuple et non pas la délégation. Alors on se dit, on voit là qu'il va dans le sens d'une démocratie directe et qui paraît en fait assez convaincant. En fait, à vrai dire, on est un petit peu déçu par la suite des propos de Rousseau, parce que c'est vrai qu'il insiste beaucoup sur ce principe de la souveraineté du peuple, qui ne peut pas être délégué. Toutefois, il y a chez Rousseau une distinction entre cette souveraineté, qui est en fait le pouvoir législatif, le pouvoir d'approuver les lois, et le gouvernement. Le gouvernement, c'est le pouvoir exécutif, et le gouvernement ne peut pas être démocratique, nous dit Rousseau, sauf s'il existait un peuple de Dieu. S'il existait en fait un peuple de Dieu, il n'aurait même... De Dieu au pluriel, c'est ça? Si les hommes étaient des dieux, c'est si les hommes étaient des dieux, avaient toutes les qualités des dieux. Alors dans ce cas-là, effectivement, il n'y aurait pas besoin de gouvernement, puisque les hommes-dieux s'auto-gouverneraient eux-mêmes, le gouvernement étant en quelque sorte l'intermédiaire entre la loi et l'application de la loi. Ce qui est problématique chez Rousseau, c'est que cette souveraineté du peuple qu'il affirme hautement comme principe, à vrai dire, dans les propositions que lui-même fait concrètement, eh bien, à vrai dire, cette souveraineté s'évanouit. Je m'explique, une loi n'est valable, nous dit Rousseau, que si elle a été approuvée par le peuple. Mais l'idée de concevoir des lois, l'idée de les discuter, de les amender, etc., enfin tout ce domaine n'appartient pas au peuple, mais au gouvernement. En fait, il appartient exactement à ce que Rousseau appelle les magistrats, mais les magistrats font partie du gouvernement, c'est-à-dire du pouvoir exécutif. Donc en fait, le peuple se prononce et sa décision à force de loi, mais se prononce uniquement sur sur quoi on lui demande de se prononcer. Pour prendre un exemple contemporain,
si les magistrats ne demandent pas au peuple voulez-vous plus d'immigration ou moins d'immigration? Voulez-vous plus d'Union européenne, de pouvoir de la Commission européenne ou moins de pouvoir de la Commission de l'Union européenne? Eh bien, le peuple lui-même ne peut pas se poser à lui-même cette question et il ne peut pas trancher cette question. Donc, en fait, le pouvoir souverain du peuple, finalement, et le problème, c'est qu'il est en aval de l'élaboration des lois. C'est-à-dire que après que des magistrats dont la légitimité, à vrai dire, est très problématique, puisque Rousseau ne nous dit pas qui a vocation à être magistrat, comment ils se désignent. Ils sont désignés par l'élection, par le tirage au sort. Est-ce qu'ils s'autodésignent, etc. Bon, ça c'est un point aveugle dans la pensée de Rousseau. Eh bien, en fait, si les magistrats ne posent pas un certain nombre de questions au peuple, eh bien, le peuple ne pourra jamais dire ce qu'il veut sur un certain nombre de sujets qui pourtant peuvent être, du point de vue du peuple, les sujets les plus importants, les sujets qui lui tiennent le plus à cœur. Donc là, c'est quand même extrêmement problématique. Alors, tout repose sur en quelque sorte le pari que les magistrats vont être extraordinairement vertueux, vont être habités par ce que Rousseau appelle une religion civile, consistant à être omnubilé par l'intérêt du peuple, l'intérêt de la nation, et poser les questions décisives au peuple, les questions qui engagent la pérennité du peuple et sa survie et son bien-être. Mais ça, c'est un pari. Alors, comme dit le grec Créon, qui jugera les juges? Et donc, en quelque sorte, qui décidera que les magistrats sont vertueux? Eh bien, là-dessus, c'est un point d'interrogation. Ils sont supposés vertueux parce qu'ils sont supposés être habités par l'esprit de cette religion civile que Rousseau appelle de ses vœux. Mais est-ce que des vœux suffisent? C'est toute la question. Oui, en fait, on a l'impression qu'il y a beaucoup de questions chez Rousseau et pas de réponses. Il y a aussi beaucoup de... Ce qui donne des difficultés à trouver des réponses, c'est qu'il y a beaucoup de concepts très flous et mal définis. Alors, vous avez parlé de la vertu, mais qu'est-ce que la vertu, même pour Rousseau? Il y a aussi la question de la volonté générale. C'est beaucoup de concepts mal définis ou très peu définis, ce qui ouvre la porte d'ailleurs à beaucoup d'interprétations finalement. Alors, vous avez tout à fait raison. Alors, la volonté générale, c'est vraiment un thème central chez Rousseau. D'ailleurs, vous avez même un chapitre que vous appelez « La mystérieuse volonté générale ». C'est le titre exact du chapitre. Exactement. Voilà, c'est ça. La mystérieuse volonté générale. Elle est mystérieuse parce qu'on peut se dire, bon, la volonté générale d'un peuple, d'une nation, c'est sans doute la volonté majoritaire. On peut dire que là, pour le coup, c'est un critère, 50 plus 1, etc. Non, Rousseau explique que ce n'est pas cela, que c'est quelque chose de beaucoup plus englobant, si je puis dire, de beaucoup plus entraînant. C'est une sorte d'évidence, en quelque sorte, qui doit surgir devant nos yeux. Cette volonté générale, c'est ce qui, dans toutes les volontés particulières, est le noyau qui renvoie justement au général, au collectif. Alors, et tout le monde, finalement, à un moment donné, est censé le percevoir, par un travail qui est un travail de vertu, qui est un travail moral, en quelque sorte, consistant à mettre de côté l'aspect particulier de ses intérêts et à voir la dimension générale dans les éléments particuliers de notre volonté. Donc c'est une sorte de travail d'ascèse, consistant à se dire que voilà, dans chacun de nos faits et gestes, il doit y avoir une part qui renvoie au général. Alors, encore une fois, c'est différent de la volonté majoritaire. Bon, dans certains cas, la volonté majoritaire peut être une sorte de critère, mais alors là-dessus, Rousseau est quand même extrêmement précis et à certains égards très inquiétant. Rousseau ne dit pas seulement quand on s'est rangé dans un point de vue, dans une catégorie de l'opinion qui s'est avérée franchement minoritaire. Bien, il ne suffit pas de dire, bon, somme toute, la majorité pense autrement, donc je me rallie au point de vue de la majorité. En tout cas, je vais faire en sorte d'appliquer les décisions de la majorité. Non, Rousseau dit,
il faut que vous intégrer au plus profond de votre conscience que vous avez eu tort, que si vous aviez persisté dans votre opinion, qui s'est avérée être minoritaire, vous n'auriez pas été libre. Il faut que vous devez vous rallier, en quelque sorte, en pleine conscience, à la volonté de la majorité, qui est en fait beaucoup plus que la volonté de la majorité, qui est la volonté générale et qui est en fait la vertu même, qui est en fait le bien même. Autrement, vous êtes dans le mal, vous êtes dans l'erreur, vous êtes dans la sécession civique, vous êtes dans le séparatisme, hein, pour prendre une expression, puisqu'il y a quelques années, on a parlé d'une loi sur le séparatisme en France, et donc vous êtes dans le séparatisme social. Et si vous ne vous ralliez pas de bonne foi à cette volonté générale, vous devez être châtié, et ce châtiment, Rousseau l'écrit textuellement, peut aller jusqu'à la mort, parce que vous persistez dans l'erreur. En fait, l'expression d'une volonté générale, qui est en fait une volonté plus forte que la vôtre, hein, d'une partie du corps social plus important que la partie minoritaire à laquelle vous avez à un moment donné voulu donner vos voix, eh bien cette expression doit vous ouvrir les yeux. C'est-à-dire vous ne devez pas seulement vous dire bon, j'ai été battu dans les urnes et j'appliquerai la volonté de la majorité. Non, vous devez vous dire j'avais tort, j'avais grandement tort et quelle honte, et je n'étais pas vertueux du coup. C'est-à-dire que le contrat social chez Rousseau n'est pas comme chez Hobbes ou chez Locke, qui est beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus public. Ici, chez Rousseau, le contrat social englobe tous les aspects privés finalement de la personne. Absolument. Voilà. Chez Hobbes, vous devez faire comme si, c'est-à-dire que vous devez appliquer les lois, parce qu'autrement, aucune société ne tient, c'est la guerre civile. Il n'y a pas de lavage de cerveau. Vous avez le droit d'avoir votre quant à soi. Il y a une religion officielle qui sera celle, chez Hobbes, hein, donc celle édictée par le pouvoir, qui est en général le roi, mais qui peut être une assemblée, hein, nous dit Hobbes. Et vous devez faire les gestes extérieurs de ralliement à cette foi commune. C'est le respect des lois civiles. Parce que c'est une pratique sociale, parce que, voilà, pour dire les choses de manière caricaturale, on mange du poisson le vendredi, parce que c'est une façon de respecter les chrétiens. Voilà. Mais dans votre fort intérieur, vous croyez ce que vous voulez, ça n'a aucune importance. Non, pour Rousseau, attention, c'est très important ce que vous croyez au fond de vous. Rousseau n'arrête pas de dire conscience, vous devez toujours vous référer à votre conscience, mais c'est pas pour dire gardez votre fort intérieur, c'est pour dire votre fort intérieur doit être conforme au fort intérieur collectif du peuple exprimé par la volonté générale. Et Rousseau explique aussi que cette volonté générale, normalement, c'est une évidence qui doit s'imposer à nous quand on fait un travail d'ascèse, de vertu en quelque sorte, mais que toutefois, il peut arriver que le peuple ait besoin d'être éclairé, donc on en arrive un petit peu au rôle de l'avant-garde, hein, comme diront les révolutionnaires de différentes époques. Alors l'avant-garde, ça peut être en 93, ça peut être le mouvement sans culotte, ça peut être le comité de salut public. Bon, après, au XXe siècle, ça peut être évidemment le Parti communiste, éventuellement les partis fascistes de régime totalitaire de droite. Mais Rousseau va encore plus loin et il dit bon, cette avant-garde doit montrer le chemin de la vérité, mais il arrive vraiment qu'il faille prendre la main du peuple pour le mener vers le bon choix. Oui, il y a une citation, et là, on a envie de dire mener le peuple vers le bon choix, qu'est-ce que c'est si ce n'est une forme d'embrigadement ou une forme de paternalisme c'est la citation que vous relevez, citation du contrat social: quiconque refusera d'obéir à la volonté générale y sera contraint par tout le corps. On le forcera à être libre. Voilà. Citation très troublante, et effectivement. Citation troublante parce que on ne dit pas seulement on le forcera à obéir parce que son point de vue est minoritaire et bon, somme toute, ça c'est du réalisme politique assez classique. Hein. Il est évident que dans toute société, on vous force à obéir aux lois. Non, mais là, on vous dit que... On force à obéir à une doctrine, en fait, finalement. Voilà, là, on vous force à être libre, c'est-à-dire qu'on met en cause votre conscience au plus profond d'elle-même, puisqu'on est en train de vous dire, si vous n'êtes pas d'accord avec les lois,
vous n'êtes pas libre au fond de vous-même. C'est-à-dire qu'on vous demande de changer votre nature humaine. Ce n'est pas étonnant, puisqu'en fait, ce qu'explique Rousseau, c'est que le contrat social a pour objectif de changer la nature de l'homme. Donc, ça vaut au plan individuel, on vous forcera à être libre si vous ne vous êtes pas reconnu dans cette volonté générale, et on force plus globalement le peuple à être libre en s'identifiant à cette volonté générale qui, encore une fois, est bien plus et bien autre chose qu'une simple volonté majoritaire de 50% des voix plus une. C'est bien autre chose. Donc, évidemment, ça va très loin et on peut comprendre qu'on ait accusé Rousseau, même si, bien entendu, il faut se garder de tout anachronisme, on peut quand même comprendre que nombre de phrases de Rousseau peuvent pousser à une dérive. Oui. Non seulement autoritaire, mais totalitaire. Totalitaire, puisqu'elle fouille les consciences elles-mêmes. Et c'est vrai que ce qui caractérise le totalitarisme par rapport au simple autoritarisme, c'est qu'on ne vous demande pas seulement de faire comme si, dans le totalitarisme, on vous demande d'intégrer les normes sociales. C'est-à-dire, en Union soviétique, on vous demandait d'être un bon communiste, et pas seulement de respecter les lois. Ça allait bien au-delà. On vous demandait en quelque sorte de faire du zèle. Autrement, vous étiez au mieux marginalisé, au pire, vous aviez des problèmes beaucoup plus sérieux qui pouvaient aller jusqu'à la mise en compte de votre liberté, voire de votre vie, bien entendu. Enfin, je vous apprends rien en rappelant malgré tout ces évidences. Voilà. Évidemment, alors, comme vous l'avez dit, il faut se garder tout anachronisme, évidemment, et tenir compte du fait que Rousseau reste très flou, et que ce sont surtout des interprétations qui peuvent donner lieu à toutes ces dérives. Mais si Rousseau est très flou, c'est parce qu'il n'y a pas un manque de profondeur dans sa réflexion. Par exemple, vous voyez, pour prendre un exemple dans ses contemporains, Montesquieu avait une pensée politique, une réflexion qui était appuyée sur des exemples concrets, des exemples historiques ou des exemples étrangers contemporains. Quand on lit Jean-Jacques Rousseau, on a l'impression que c'est très hors sol, avec beaucoup de concepts flous et mal définis. Sans bonne illustration. Alors Rousseau essaye de s'enraciner dans une expérience, c'est un citoyen de Genève, et donc, même s'il vit essentiellement en France, et donc, et un peu à Neuchâtel, qui appartenait à l'époque d'ailleurs au roi de Prusse, Neuchâtel, où il s'était réfugié, Rousseau essaye de s'enraciner sur l'exemple de la République de Genève. Alors il est conscient lui-même que c'est une toute petite république, et que, évidemment, ça ne correspond pas à l'échelle des nations telles qu'elles existaient déjà, pour la plupart, à l'époque de Rousseau lui-même. Alors, il a essayé de s'enraciner en proposant une constitution pour la Corse, projet de constitution pour la Corse, en proposant une constitution pour la Pologne, mais en même temps, il explique lui-même que son contrat social ne peut être réellement efficace, outre la nécessaire vertu, ce qu'il appelle la religion civile, ne peut être réellement efficace que pour une collectivité d'environ 20 000 citoyens. Donc évidemment, c'est très peu, c'est même beaucoup moins que la Corse, même la Corse de l'époque, bien entendu. Et donc, Rousseau tombe un peu dans le désespoir, parce qu'il se dit, bon, si finalement nous n'arrivons pas à construire réellement un régime démocratique parce que le peuple ne peut pas s'assembler pour contrôler le gouvernement, puisque une assemblée physique, par définition, c'est 20 000 personnes, c'est déjà un peu compliqué. Mais au-delà, ça devient impossible, ne serait-ce que par l'étendue territoriale. Eh bien, il faudra passer à ce que Rousseau appelle le hobbisme. Le hobbisme, c'est tout simplement la doctrine de Thomas Hobbes, l'auteur du Léviathan, c'est-à-dire en fait la dictature, c'est-à-dire une autre forme de contrat social consistant à déléguer les pleins pouvoirs à une personne
que l'on espère équilibrée, que l'on espère vertueuse, mais là pour le coup on est quand même dans l'autocratie ou éventuellement la dictature d'un parlement, puisque dans la doctrine de Hobbes on pense généralement au pouvoir absolu d'un roi, mais ça peut être la dictature d'un parlement. Donc là c'est une contradiction, et ce qui est le paradoxe du contrat social, parce qu'en fait qui dit contrat dit mais contrat entre qui et qui. Alors en fait le contrat social, c'est pas vraiment un contrat entre les citoyens eux-mêmes, c'est un contrat entre les citoyens et le corps collectif, c'est le corps collectif constitué par le peuple. Alors déjà, ça veut dire qu'on distingue les citoyens et le peuple. Alors là, tout de suite, c'est-à-dire, ça devient plus... Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, bon, le peuple ou le corps collectif, le corps politique collectif, c'est en fait la totalité des citoyens. Donc c'est en fait un contrat entre le citoyen pris en quelque sorte comme personne individuelle et le corps collectif, mais sachant en même temps que ce corps collectif n'existe pas avant le contrat. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, c'est vraiment un pari pascalien pour le coup, c'est un contrat entre les citoyens et quelque chose qui existera si le contrat a lieu. Donc, c'est très paradoxal, hein, mais pourtant c'est exactement ça la doctrine de Rousseau. Donc c'est-à-dire que c'est un contrat entre une partie qui existe, le citoyen, et une partie qui n'existe pas encore, mais qui existera si précisément le contrat a lieu. Donc c'est... voilà. Alors, pour revenir sur cette question des 20 000 personnes, qui sont un peu une cité sur laquelle le contrat social serait possible selon Jean-Jacques Rousseau, mais 20 000 personnes, quand on y pense, c'est à peu près le nombre d'habitants d'une ville, aujourd'hui, comme Rochefort, en Charente-Maritime. Il y a une volonté générale sur une ville de cette taille. Vous pensez que les demoiselles de Rochefort sont toutes d'accord entre elles, ont la même volonté, même lorsqu'elles sont sœurs jumelles. Excusez-moi pour la petite référence. Très sympathique référence. Mais voilà, sur une ville de 20 000 habitants, même sur une ville de 10 000 habitants, on voit pour les élections municipales, vous prenez une commune rurale de 300 habitants, il n'y a pas une volonté générale qui se dégage, il y a toujours des accords, des lignes divergentes, des projets divergents. C'est effectivement une difficulté. Par exemple, dans un bourg rural actuel, on sait très bien qu'il y a la population qui vit encore de la terre, d'une façon ou d'une autre, ou du petit commerce local, et par exemple des néo-urbains. Récemment, une émission, Rodolphe Carte expliquait que LFI cherchait à s'implanter dans de petites et moyennes communes en essayant de conquérir l'électorat en quelque sorte alors néo-rural, c'est-à-dire les gens qui s'étaient installés à la campagne mais qui travaillaient en télétravail pour des entreprises situées en ville et qui en fait avaient gardé en partie la mentalité des habitants de centre-ville, en quelque sorte des bobos réimplantés à la campagne. Eh bien, ça, c'est une réalité, effectivement, qui renvoie à votre interpellation, à savoir qu'effectivement, même dans une petite ville, en apparence rurale de 5 ou 10 000 habitants, il peut y avoir des gens qui sont héritiers de vieilles traditions de vie rurales, même si elles se sont renouvelées avec les technologies, etc. Mais il peut y avoir aussi en quelque sorte des néo-urbains, c'est-à-dire des gens qui ont gardé l'état d'esprit urbain, mais simplement qui peuvent avoir des maisons plus grandes et qui font des allers-retours en région parisienne et qui ont gardé une mentalité plus urbaine que réellement rurale. Et ces gens-là, comment peuvent-ils se retrouver dans la même volonté générale ? Et oui, même sur une petite structure, on a toujours des profils sociologiques différents, des catégories socioprofessionnelles différentes, des éducations différentes. Est-ce que cette confusion que fait Rousseau, de vouloir voir malgré tout une volonté générale, même chez les personnes de sensibilité totalement différente, c'est lié à sa vision très pélagienne de l'homme. L'homme est naturellement bon, il a juste été corrompu par la société, mais on peut le faire revenir, de gré ou de force, à cet état de nature, cet état bon naturellement. C'est-à-dire que pour Rousseau, encore une fois, cette volonté générale consiste à subsumer ses intérêts particuliers et à trouver la dimension de volonté générale et d'intérêt général qui existerait au sein de chaque intérêt particulier. Donc dépasser notre individualisme et même notre individualité pour trouver le noyau qui peut être mis en commun en quelque sorte.
Donc c'est un pari, et ça se ferait par un travail de vertu, et la vertu a comme nom la religion civile chez Rousseau. Il y consacre d'ailleurs tout un chapitre du contrat social. Alors cette religion civile, ce qu'il faut bien voir d'ailleurs, puisque vous évoquiez le refus du péché originel par Pélage notamment, cette religion civile, elle est... pardonnez-moi, j'ai un trou de mémoire, elle est, incompatible avec le christianisme. Rousseau, fondamentalement, pense que quand un homme est chrétien, il doit savoir oublier son christianisme au profit de la religion civile. Ça, c'est fondamental chez Rousseau. Le chrétien doit faire du christianisme une option privée, mais comme on l'a vu, la conscience privée chez Rousseau doit être conforme à la conscience collective du peuple. Eh bien, en fait, le christianisme est incompatible avec la religion civile. Pourquoi ? Parce que le christianisme est un universalisme, bien entendu, de même que l'islam d'ailleurs. Et ça, c'est totalement incompatible avec la religion de la patrie. Chez Jean-Jacques Rousseau, fondamentalement, c'est un patriotisme exclusif que nous propose Rousseau. Il explique d'ailleurs que certains veulent se préoccuper des problèmes cosmopolites dans d'autres peuples que le leur, alors qu'ils ne se préoccupent pas du bonheur des leurs. Du bonheur de leur propre peuple ou de leur famille, des plus proches de leurs proches en quelque sorte. Donc il y a vraiment chez Rousseau une quasi-incompatibilité entre sa pensée, entre sa religion patriotique et le christianisme, parce que le christianisme est un universalisme. Avec Rousseau, effectivement, il y a à première vue pas beaucoup de possibilités de débattre jusque-là. Et pourtant, vous le dites, c'est votre chapitre final, ou plutôt votre chapitre conclusif, continuer le débat avec Rousseau. Et oui, il y a beaucoup de choses à retenir chez Rousseau. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment retenir de positif ? Effectivement, c'est quand même un penseur très riche, c'est quand même un penseur intéressant par ses excès même, comme beaucoup de penseurs. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant, c'est quand même sa critique du progrès, qui va jusqu'à des extrêmes, qui va jusqu'à la critique du théâtre, alors critique de toute sophistication sociale, éloge de la simplicité rurale ou de l'image qu'il en a, image un peu irénique, puisque c'est quand même pas un travailleur de la terre, Jean-Jacques Rousseau. Et donc... l'image d'un intellectuel qui essaie de voir lui-même ce que c'est que le travail. C'est quand même avant tout un intellectuel, mais effectivement, il fait une critique du progrès qui n'est pas sans intérêt à l'époque où on voit parfois les dégâts du culte excessif du progrès, et ça va très loin, parce qu'il critique même l'invention par l'homme de la métallurgie. Oui, c'est ce qui a permis la propriété. Parce que c'est ça qui a permis de dégager un surplus agricole, c'est ce que nous disent tous les archéologues, tous les paléontologues. Le fait de dégager un surplus agricole a amené aux inégalités sociales, puis à la propriété, puis donc à l'éloignement de l'état de nature, donc à l'arrivée des vices. Et c'est pour sortir de ces vices, en fait, pour se corriger de nos vices, que nous devons, par le contrat social, réinstaurer la vertu, pour nous hisser à un niveau de vertu équivalent, voire supérieur à celui qui était le nôtre dans l'état de nature, mais cette fois en acceptant l'état social, mais au prix d'une adhésion pleine et entière, corps et âme, et surtout âme, à la volonté générale, qui est en quelque sorte un nouveau Dieu chez Rousseau. Écoutez, merci beaucoup Pierre Le Vigan pour vos commentaires. Merci Renaud de Bourleuf. Très intéressant. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, l'erreur de Rousseau, les impasses du contrat social. Vous pouvez le trouver bien sûr sur la boutique en ligne. Merci à vous et à une prochaine fois sans doute. Avec plaisir. Chers téléspectateurs, bonne journée et à une prochaine fois aussi.